Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler de WWE Fastlane 2021. Troisième pay-per-view de l'année chez WWE, je fais toujours ce petit cursus quand même pour mettre un peu de choses dans le contexte. Dernier pay-per-view avant Mania, il aurait pas eu lieu, ça aurait été pareil, clairement. C'est bien parce que les shows ont commencé plus tôt, il a commencé à minuit, 22h kick-off. Donc c'est fini, il était à peu près 2h30, 2h40 du matin. Ce qui était censé être en fait avant l'heure auquel les pay-per-views commençaient, donc c'est plutôt cool, on se couche plus tôt, merci changement d'horaire au State. Voilà, c'est toujours la bonne période pour nous en France, c'est que les shows ils commencent plus tôt, donc c'est plutôt sympa. On était toujours dans ce Thunderdome le 21 mars 2021, diffusé sur le network, commenté par les commentateurs habituels, je vais pas refaire comme à chaque fois. On avait pas mal de matchs dans la carte, sur le papier c'était sympa. Quand on regarde les Raw et SmackDown en termes de booking, c'est particulier, surtout Raw que je regarde très peu, donc je vais pas non plus m'éterniser sur les bookings de Raw, mais plus ceux de SmackDown, qui sont pas non plus incroyables aussi. Et on va commencer tout de suite par le kick-off. Le titre des États-Unis qui était défendu par Riddle face à Mustafa Ali, accompagné de toute façon par To Retribution. Il me semble, si je me trompe pas, c'est un rematch de ce qui s'est passé à Raw. Riddle avait battu Ali, il me semble, et ils ont fait un rematch. Finalement, ça a fini dans le kick-off. C'est un peu dommage, j'aurais préféré que ça soit dans le main show avec en fait la fin qu'on a, pourquoi pas le main show. Et vu l'opener qu'on a eu au début du show, j'ai envie de te dire, ça aurait pas été une grande perte de foutre ce match là plutôt dans le main show que l'opener. Qu'est-ce que j'ai à dire de ce combat? Pas grand chose parce qu'en 9 minutes 26 tu peux pas faire énormément de choses. C'est un 3 étoiles, on a une opposition 50-50 entre les deux catcheurs. Riddle qui va faire le face, mais face classique. Ali qui va être le grand heel de ce match sans non plus être incroyable. Retribution qui est là sans aucune intervention suite à toutes les histoires qu'il y a eu avec Ali qui leur gueule dessus, enfin bref. Rien de foufou. Quelques chocs et on a Riddle qui remporte le match avec un Bro Direct de la 3ème corde, tout en portant Ali du ring jusqu'à l'amenant dans cette 3ème corde. Très bon finish. On finit certainement l'histoire entre les deux. Riddle qui va certainement se placer sur un autre challenger pour Mania. Soit on part sur ce que j'avais envie, donc Riddle Keith Lee, qui serait vachement intéressant en 1 contre 1, pour un first time ever chez WWE, j'en parle parce qu'ils avaient été déjà fait ailleurs. Pourquoi pas, pour le titre des États-Unis, ça peut être sympa, ou alors on fait un gros package, on met tout le monde dans le même match, pour le titre US. Et donc on va parler de ce post-match. Et putain, et donc ça se finissait en kick-off. Donc on a Retribution qui rentre dans le ring, on a Ali qui leur gueule dessus, qui dit que c'est la faute de vous tous, vous êtes des merdes, enfin bref, classique, l'égocentrique Ali. Reckoning je crois, c'est ça le nom, enfin Miaim quoi, qui fait face to face, depuis quelques semaines elle est vraiment super belle, voilà, elle est incroyable, très bien sapée. Et qui finalement décide de quitter les rings, donc de quitter Retribution et de dire à Ali d'aller se faire foutre, tout simplement. Shane Thorne ou Slapjack peut-être, ouais peut-être c'est Slapjack, je sais plus c'est quoi alors le base. Enfin bref, Shane Thorne qui s'en va aussi. Ali qui dit qu'est-ce que tu fous, et puis finalement Shane Thorne il se casse aussi. Il se retourne sur Mace et donc Dijak qui lui font un double choc slam. Dijak qui s'est laissé repousser les cheveux, donc je pense que c'était un signe de la fin de Retribution. Donc on va peut-être enfin voir le vrai Dijak en solo, le Fist Your Eyes, j'espère vraiment. Donc Dijak et Mace qui font un double choc slam sur Ali avant de quitter le ring, et donc dissolution de Retribution. Retribution qui avait commencé avec donc la fameuse storyline du hacker. Putain ça remonte. Puis ensuite, donc, on a eu toute la construction avec le clan qui disait que en fait, on est les rejetés de l'AVE, on va briser le système. Enfin bref, ils ont tenté de faire un truc en un plein de noms de NXT qui sont petits et finalement, ça ne servait à rien. Quelle est la suite de tout ça? Ali qui va certainement être
je pense toujours dans sa musique de Retribution, mais tout seul, voilà, tout seul. Toujours en heal, je pense. Après, pour le reste, je pense que Mia.Yim ne va peut-être pas être en solo du côté de Raw. Soit ça part sur un manager de Keith Lee, soit ça repart du côté NXT, ce qui serait pas une mauvaise chose finalement. Shane Thorne, j'aime beaucoup Shane Thorne, mais je vois pas ce qu'ils peuvent en faire. Surtout du côté de Raw, je pense vraiment pas qu'ils vont pas l'utiliser. Dijak et Mace, si Mace continue à catcher, parce que de base était commentateur, il me semble. S'il continue à catcher, pourquoi pas une équipe de Dijak, ça pourrait faire une équipe en plus, avec une vraie construction. Pourquoi pas finalement que Dijak et Mace soient managés par Mia.Yim, pourquoi pas. Même si je préférais clairement Dijak en solo, vu ce qui s'est passé à NXT, vu tout le passé qu'il a eu du côté d'Airwash, le Fix Your Eyes, je veux son retour en solo. Je veux le retour en solo de Dijak, tout simplement, il n'y a pas de choses à faire. Moi, je veux Dijak en solo, tout simplement. Voilà, on va passer le kicker parce qu'on en a assez parlé. Le main show s'est ouvert avec le titre par équipe féminin. On a fait mieux quand même, hein. On a fait mieux comme opener, hein, franchement. Putain. Donc Nia Jax et Shayna Baszler défendaient leur ceinture face à Sasha Banks et Bianca Belair. Le rematch de Ciampa. Pourquoi? Parce que... Waouh. En fait, ils se sont dit, bon, le match de Ciampa, en fait, on a un peu fait de la merde. Et si on refaisait, on faisait encore de la merde. Donc 2,5, 9,51. Tu mettais ça dans le kick-off, c'était pareil. Qu'est-ce qu'on va voir? Bah, évidemment, domination des championnes. Avec comme par hasard 80% de Nia Jax dans le ring. Bank statement à un moment donné sur Shayna Baszler, hein, vraiment beau joli spot. Jax il va prendre Bianca et je l'ai jeté pour casser la soumission. Jusque là tout est clean, hein, c'est une championne qui utilise la force pour arrêter une soumission. Jusque là tout va bien, j'ai rien à dire. Puis embrouille entre Bianca Belair et Sasha Banks. Parce que Bianca est tombée sur Sasha Banks. Donc elle lui veut... Elle veut la poignarder. Ah oui, on a eu aussi Reginald hein, qui est en date avec Nia Jax. Pourquoi pas? Après tout, on est à un niveau de... Dans cette histoire, dans cette rivalité, dans cette équipe de Nia Jax et Baszler, j'ai envie de te dire, mettre Reginald dans sorte de date Nia Jax, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Allons-y. Moi, ça me choque pas, moi, ça me dérange pas, je m'en bats les couilles, donc... pourquoi pas, après tout, hein, j'ai envie de te dire, si on peut, en plus... qu'il y a une histoire amoureuse entre Nia Jax et Reginald, pourquoi pas, hein, on est... Ouais, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe après? Mais oui, il y a un embrouille, donc Shayna Baszler roll-up sur Sasha Banks pour la victoire et conservation de ceinture des championnes. Voilà, donc ensuite, les deux challengeuses se gueulent dessus, ça part en gifle, et Sasha Banks qui quitte le ring, Bianca qui surjoue la meuf choquée, qui pointe Mania du doigt, encore, pour dire, je vais vraiment, la Mania est affrontée. Ça fait 3 fois qu'elle pointe Mania du doigt quand même. Hein. Alors, vous savez certainement que je n'aime pas du tout Bianca Belair. Elle est talentueuse, certes. Je la trouve survendue, surcotée à mort. Les fans en font des caisses avec elle, alors que pour moi, en avis personnel, pour moi, elle est juste ok. Elle est dans le surjoue total. Les mimiques qu'elle fait, c'est pas ouf. Le micro, il est éclaté au sol. Le ring, c'est ok tiers. Mais ça fait clairement pas le café, quoi. Je suis désolé, ça fait clairement pas le café. Sasha Banks, depuis qu'elle est championne, je trouve que son micro est éclaté. Heureusement qu'il y a l'overness, qu'il y a le background de Sasha Banks qui fait quelque chose, et qu'elle est super talentueuse dans le ring, heureusement, parce que j'ai l'impression que niveau micro, elle est éclatée au sol. Alors qu'elle était excellente à une époque, hein. Le chat, tu ne vas pas... Non, le chat, non. Elle était très très bien à une époque, hein. Mais là, depuis qu'elle est championne, je la trouve éclatée en termes de micro. Après, c'est que mon avis, hein. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, ce match est un build-up pour créer une intensité de rivalité. Entre Sasha et Bianca, qui malheureusement, l'intensité n'est pas du tout présente pour moi. Voilà. Le match suivant, Big E défendait son titre intercontinental contre Apollo Crews. Ce match devait pas être loupé. Et pas ils l'ont loupé. Donc on a 2 étoiles en 6,41. Je peux pas, franchement, je peux pas mettre plus. Pour 6 minutes 41. Un Big E Apollo Crews. 6,41. Sans déconner. Je veux bien que vous ayez décidé de mettre vos pay-per-view à 2h30, moins de 3h, en période Covid.
Ok, pas de souci. Mais sans déconner, retirez des matchs dans la carte alors dans ce cas-là. Vous retirez des combats et vous rallongez des matchs. Sans déconner. Bon, on a une branle en début de combat entre les deux. On a un le spear de Biggie à travers les cordes. Jusque-là, tout va bien. On a le Big Splash sur la prod. Voilà, jusque-là, Biggie est en total... On sent l'intensité, on sent l'arrière entre les deux catcheurs. C'est ce qu'il faut, vu l'histoire. On pouvait pas commencer en mode classique, alors que les deux, ben, en fait, ils se déchirent chaque semaine depuis quelques temps à SmackDown, dont une blessure de la part de Biggie. Et à un moment donné, en fait, on va avoir un roll-up entre les deux. Un roll-up. Qui va être changé plusieurs fois, l'arbitre va faire des comptes, et à un moment donné, en fait, il va faire un compte de 6. J'ai même pas compris, c'est que j'ai cru voir des épaules, il y a les comptes, aucun des deux lâche, et l'arbitre continue à faire le compte, je crois qu'on arrive à compte de 4 ou de 6, la cloche sonne, et en fait on a la musique de Biggie, donc on se dit Biggie a remporté le match, derrière Apollo va attaquer Biggie, lui donner des gros coups de tatane, et 2 Olympic Slam avant de trash talker Biggie, et de partir. Si c'était pour nous faire une fin de match comme ça, pour ensuite nous faire le match à Mania, parce que moi je veux ce Biggie Apollo Crews à Mania, et je veux surtout qu'Apollo Crews il devienne champion intercontinental à Mania. Oui, je suis fan d'Apollo Crews. Regarde ma chaîne YouTube, tu verras que je suis fan d'Apollo Crews. J'aime beaucoup Apollo, surtout que là en fait on est arrivé à un niveau où il est super bon ring, il a un micro passable. Bon, l'accent nigérien ça passe pas pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas apprendre un accent nigérien en 2 semaines, non. Dans la construction du personnage qui a été très rapide, franchement ils l'ont construit extrêmement rapidement, au lieu de faire ça sur plusieurs mois. Et mais tu vas arrêter le chat? Non mais oh, le chat qui fait des fous, incroyable. J'en étais où moi? Oui, Apollo Crews qui a un vrai personnage cette fois, donc il a tout le package maintenant pour être un vrai champion. Donc oui, le match pour moi, il doit être à Mania, le 1 contre 1 doit être à Mania, avec une stipulation s'il vous plaît, je pense, un petit null bar, un petit stipus en DQ, ça ferait le café. Après, s'il fallait faire une fin de match pourrie comme ça, avec un gros botch à la fin, autant faire un double décompte. Clairement, c'est une fin de merde aussi, mais si les deux se brawlent à l'extérieur en double décompte, ça reste legit et ça reste cohérent dans la réalité. Puisque les deux ne se supportent plus, les deux se tirent à balles réelles chaque semaine. Donc pourquoi pas avoir fait un double décompte pour intensifier avec la Clawson, et les deux continuent à se marrer avec Sir During, avec Apollo qui fait, je sais pas, qui fait passer Biggie à travers la barrière par exemple. Pourquoi pas. Mais tant pis, hein, je peux pas dire de plus sur ce combat. Match suivant, on devait avoir un Shane McMahon contre Braun Strowman, mais Shane s'est blessé en s'entraînant. Moi, la blessure, quand ils ont montré la vidéo de la blessure, c'est une crampe, hein. C'est tout, hein. Il a fait un U-Trigger, il est retombé un peu trop fort sur le talon, il a juste eu une crampe, hein. Faut se calmer, hein. Ils arrivent à nous faire croire des blessures pétées. Sans déconner, quoi. Ça peut passer pour certains, mais à un niveau comme ça, ça se voit, putain, qu'il s'est même pas blessé, que c'est une putain de crampe, quoi. Mais bon, storyline parlant, on va dire que c'est intéressant, parce que je vous l'ai dit qu'on aurait le Braun Strowman contre Shane à Mania, ben on va se le taper, hein. Putain, on va se taper ça à Mania, quoi. Donc, Elias, il s'est dit à Shane McMahon, mais je veux te remplacer, frère, on est poteau, Braun Strowman, c'est de toute façon un bâtard, et puis Riker, hein, le bodyguard hein, d'Elias, hein, Riker qui a trouvé du boulot. C'était un squash, 3,53, je note pas, Braun qui éclate les deux, running pour slam, bam, voilà, pour la suite, il s'en va. Il y a rien, franchement, il y a rien, quoi. C'est Strowman qui arrive, il fait un squash, il s'en va. C'est tout. Il y a même pas une suite en mode, il prend le micro, il trash talk Shane McMahon. Non, il y a juste, en fait, Braun Strowman qui éclate Elias, et qui donne un petit coup d'épaule à Riker pendant le combat. C'est tout. C'est tout. Putain. Même pas un effort, quoi. 0 effort. Waouh. Pour passer à la suite, hein. Nakamura, Shinsuke Nakamura, face à Seth Rollins. Il aura fallu attendre, je crois, 50 minutes pour avoir enfin le vrai combat de la soirée. Et là, on va enchaîner les bons combats, bon, malgré un truc au milieu.
Le combat est bien, 13-18, on a un bon combat de catch en fait, finalement, entre Nakamura et Rollins. On a un beau début de chain wrestling, enfin chain wrestling entre guillemets, de Seth Rollins qui va dominer parce que c'est le heel, le Messi, la vision, embrasse la vision, tout ça quoi. Le suicide dive de Rollins qu'on a pu avoir, après, parce que Nakamura c'est troisième corde, il se fait jarter la troisième corde à l'extérieur du ring, le suicide dive superbement bien porté. Plus tard, on a la slide pour bombe de Nakamura qui pour la première fois est extrêmement bien porté et super selling de Seth Rollins. On a un Curbstone qui se fait contrer à la volée en sorte de driver de la part de Nakamura. Du premier near fall. On a un super reverse plugin suplex suivi d'un super saut carpé. Il l'a jamais fait le saut carpé Nakamura, mais c'est très bien. Kinshasa renversé en super kick. Derrière, un River Shining Wizard, donc en fait il part pour un Shining Wizard en running. Naka esquive. Il bloque, je crois que son pied gauche dans le bras de Nakamura pour... en gros, le Shining, il fait ça, et il fait l'autre côté. Bon, je fais mon Link the Sun, putain, faut que j'arrête. Hein. Voilà, un River Shining Wizard, suivi du Curb Stomp pour la victoire de Seth Rollins. On est dans une continuité, hein, on est sur Seth Rollins qui est clairement en rivalité avec Cesaro, et je veux clairement mon Seth Rollins contre Cesaro à Mania, en 1 contre 1. Pourquoi pas la victoire de Cesaro au passage. Après ce match, il est cohérent parce que Naka et Cesaro, bah, ils sont potes un peu maintenant, ils ont été potes, donc ils sont toujours potes. Naka qui a un peu manqué de respect si on veut à Seth Rollins, qui bah, encore manque de respect au Messi, il ne veut pas, voilà, il veut pas il veut qu'on le respecte. C'est sympa, l'histoire est sympa, la rivalité est sympa, voir la suite, et hâte de voir le Rollins Cesaro, s'ils le font, ils ont intérêt à le faire, putain, parce que, voilà quoi, j'ai envie de voir ça. Le match suivant, le No Holds Barred entre Sheamus et Drew McIntyre, ladder d'Eder entre les deux, avec une stipulation qu'on aime bien et qui a été très bien utilisée. 19 minutes 43, 4 1/4. Et oui, même si les fast lanes sont rapides et sont pétés, on a toujours quelques matchs comme ça qui font le café, qui font le boulot. Et ben ce match-là, encore une fois, il montre que deux bons catcheurs qui ont fait un super combat à Raw, que je m'en souviens plus, donc un bon 4 étoiles, bah tu rajoutes une stipulation, c'est pareil mais c'est un peu mieux. C'était très bien, on a une super brawl dès le début avec une peinture de guerre pour Drew McIntyre. Bon, malheureusement le match il a aucun enjeu puisque va permettre la fin de rivalité entre les deux, puisque lors des Raw on a annoncé que Drew McIntyre irait challenger Bobby Lashley pour le titre WWE. On aurait pu faire de ce match un Outbound Contender pour le titre VE. Ça aurait été sympa, je trouve. Ça aurait donné un enjeu supplémentaire. Parce qu'on aurait pu se dire, putain, Sheamus peut gagner le combat. Ça, c'est intéressant. Donc, grosse brawl au début de combat. On a les armes qui sont sorties directement, les kendo, les chaises. On n'a pas de table qui sont sorties, mais voilà, on a juste les armes de main. Ils vont se battre au niveau de la table des commentateurs, ils vont virer la table des commentateurs, Sheamus va se faire virer et jeter contre une barrière, on va les retrouver derrière, enfin dans le public, dans le faux public, ils vont se marave quelques moments, ils vont monter dans les tribunes, Sheamus va passer à travers des écrans, ils vont redescendre au niveau de la table des commentateurs, je sors que les spots, hein. Sheamus va prendre McIntyre en white nose à travers la table des commentateurs. Oui, à travers la table des commentateurs. Ils vont remonter, il va prendre une partie de la table, va vouloir porter un white noise dessus. McIntyre va renverser plusieurs contres d'affilée. Future Shock DDT de McIntyre sur le bout de table, suivi de son Claymore Kick pour la victoire de Drew McIntyre. J'ai pas grand chose à dire parce que ce combat est super bien, du début à la fin. Il n'y a pas d'enjeu, mais on a une promo super bien, et en fait on a tout un background qui est construit via la promo, toute une histoire entre les deux, qui remonte depuis l'époque où McIntyre était, si on veut, le visage, le futur d'après Mr. McMahon. Donc voilà, on a vraiment une grosse histoire qui est posée là, avec un gros final entre les deux, pour laisser McIntyre pour le titre de Bobby Lashley, pourquoi pas Sheamus lui donner le titre des États-Unis. Moi, pourquoi pas. Ouais, voilà, franchement, si on n'est pas Keith Lee, pourquoi pas Riddle Sheamus pour le titre US. Riddle Sheamus Keith Lee, pourquoi pas aussi. Vraiment, non.
Il est bien placé, il est bien booké, il est intense, il est... Non, tout est bien. Tout est bien, c'est giga clean, il n'y a aucun botch, c'est parfait. Le truc, juste derrière, donc Alexa Bliss contre Randy Orton. Je note pas ce truc. 4,40, pour moi, c'est pas possible de noter. J'ai vu des notes sur internet, ça note 2 3 quarts, 2,5, 3. Je fais, comment tu peux noter ça? Je comprends les gens qui ont aimé. Je comprends les gens qui ont suivi l'histoire, qui sont dans le délire du film, de Alexa Bliss, tout ça. Je comprends, pourquoi pas. Moi, je suis pas dans le délire, donc pour moi, j'ai juste été gêné du début à la fin. Donc à la fin de l'entrée Orton, il crache encore ce liquide noir. Bon, on sait pas ce que c'est. On sait pas si c'est du poison. On sait pas si s'il est infecté de l'intérieur. On sait pas ce que c'est. Alexa Bliss va rentrer. Orton va y foncer dessus, mais écran de boule de feu. Ils vont être sortis. Il y a aucun décompte. Il y a même pas de combat. L'arbitre n'a même pas fait un décompte extérieur. Il y a rien du tout, quoi. L'arbitre, il a juste été là pour faire un pin, point. C'est-à-dire que dès qu'Alexa Bliss est entré dans le ring, et qu'il y a eu des boules de feu dans le ring, l'arbitre est sorti, quoi. On a genre des spots lumineux qui tombent du haut. Ok. Bliss qui sort encore sa boule de feu. Et ensuite Orton qui s'énerve. Puis une main sort du ring, attrape la jambe d'Orton. Il recule. En fait, c'est The Fiend. Bliss envoie The Fiend, enfin on l'envoie Orton sur The Fiend, Sister Abigail, pin d'Alexa Bliss, le pin le plus sans froid. Clairement, comment te dire, quand tu as un homme et que une nana aussi jolie et attirante qu'Alexa Bliss fait le pin en s'asseyant sur ton appareil génital, il faut vraiment avoir le sang-froid pour et surtout penser à tout, sauf la personne qui est assise sur toi, pour vraiment qu'il y ait, surtout que quand t'es en cybar comme ça moulant, il faut avoir un sang-froid. Là, franchement, heureusement qu'on nous a cut le truc, parce que là, on aurait eu l'Orton, le sang-froid du serpent, là, clairement. Là, c'est du sang-froid pur et dur. Faut avoir du sang-froid. Là, franchement, bravo Orton. Gros sang-froid d'Orton. Je vais pas parler du meuble, je vais pas parler du squash. J'en ai rien à foutre de ça, c'est pour builder le Brawl contre Orton, ça fait des mois qu'on nous le build. J'ai un problème avec le Fiend, désolé. Je l'avais dit à l'époque, hein, le Fiend c'est un super personnage. Dès le début, c'était super bien booké, dès le début. Sauf que, quand un truc comme ça, c'est vendeur, évidemment qu'ils vont faire une prolongation dessus, évidemment qu'ils vont tout faire pour que le Fiend n'ait pas de choses. Sauf que, un personnage comme ça sur du long terme, c'est compliqué. La Fun House, c'était très bien, ça apportait du dynamisme, ça apportait des promos. Mais là, juste, le film en lui-même, c'est pas non plus ultra intéressant. Et là, le masque, ok, il est super stylé, il est brûlé et tout. Ok. Par contre, la tenue... Le mec, il a une tenue de bâtiment, quoi. Il a la tenue de Jazz à Impact. C'est la tenue, c'est la même, c'est une tenue de bâtiment, la tenue est éclatée au sol, j'espère que c'était juste pour dire, oh là là, regardez, il a un truc anti-feu. J'espère vraiment qu'il va changer la tenue, hein, parce que le masque est ok, mais le reste, par contre, c'est compliqué. Donc Brock, il fait son retour à Fastlane. Bon, moi, c'est un peu perdu, donc ça choque un peu. Mais ok, donc l'Orton Brevet, c'est quasiment sûr pour Mania. Mais voilà, moi je suis pas dans le délire de ce segment-là, donc je n'ai pas aimé évidemment, mais bon, si vous avez aimé et que vous êtes dans le délire, tant mieux pour vous. Et donc le main event, Roman Reigns défendait son titre Universal face à Daniel Bryan, avec Edge en Special Enforcer, donc Special Enforcer, enfin logiquement c'est un arbitre, en fait logiquement c'est arbitre à l'extérieur du ring. Donc s'il y a un ref bump, il arrive, sauf qu'il est venu en civil, il en avait rien à foutre, quoi, Edge. Il avait pas de maillot à sa taille, peut-être, certainement. Et donc, on a un très bon combat, on a un 4-1-4. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu aller au 4,5, 4-3-4, franchement, si la fin n'était pas bâclée. C'est dommage. On est sur du 30 minutes 03, on a une super durée. On a limite la durée d'un main event New Japan. On a une super durée entre les deux. Je l'ai pas trouvé trop long en plus le combat. C'est super.
parce que des matchs de 30 minutes chez eux, c'est compliqué à faire, mais je l'ai pas trouvé trop long. On a un Bryan très technique qui va chercher Roman Reigns, qui va dire vas-y viens là, viens que je te mette au sol, je vais t'apprendre en fait le catch. Et un Roman Reigns qui est vraiment dans la brutalité, les lariats, les coups d'avant-bras, les grosses droites dans ta gueule, voilà. Le Roman Reigns qu'on aime et un Bryan qu'on aime énormément. Bryan en babyface, on le dit pas assez, mais juste en fait, Bryan c'est l'un des meilleurs catcheurs de la planète. Heel ou face, il est gigantesquement supérieur à tout le monde. Voilà, on va avoir un super coup. On va avoir pas mal de yes lock. On va avoir pas mal de yes lock de la part de Daniel Bryan. Pas trop de spear, on va avoir pas mal de soumissions. Bryan qui va être dans la règle pure, hein. Règle pure de la part de Daniel Bryan. Qui va apporter pas mal de S-gate, pas mal de yes lock. À un moment donné, on a un spear qui est contré en coup de genou de la part de Daniel Bryan. Derrière, running knee, mais Reigns décale. Et l'arbitre se prend au nini, donc ref bump, Edge est abattu. Puis spear de Roman Reigns derrière. Edge qui rentre, qui fait le tomber, mais near fall. Edge qui dit je suis spécialement forcé à Roman Reigns. Je suis maintenant l'arbitre. Reigns qui fait ok cool. Franchement je m'attendais à ce qu'il lui donne une grosse tatane. Mais ok cool. Yes lock à nouveau. Mais Jey Uso arrive avec une chaise, déglingue Edge et Jey Uso pour arrêter le pin, enfin la soumission. Donc là, disqualification, mais c'est pas grave. Bryan se relève, il esquive un coup de chaise de Jey Uso. Running knee sur Jey Uso qui le vire après, prend une chaise et frappe Jey Uso aussi avec. Puis veut frapper Reigns, mais il se décale encore une fois. Et Edge se prend un coup de chaise dans le bras. Juste derrière, Superman Punch, pire, à nouveau contré en yes lock. Il est sur le point d'abandonner, il a même abandonné, mais l'arbitre était KO. Et Edge revient avec une chaise, frappe Bryan dans le dos, alors que Bryan nous vend une attaque dans la tête, ce qui est totalement faux, hein, c'est dans le dos, on l'a tous vu. Bryan, merci de tenter quelque chose pour faire que la fin se crédit, mais on le voit. Puis s'en va. Edge se casse. Ok. Un arbitre arrive, Reigns qui fait le tomber pour la victoire. Tu finis un main event comme ça, c'est vraiment dommage parce que on aurait pu facilement avoir un 4,5 quoi. On aurait pu clairement avoir un 4,5 et malheureusement, la fin, je la trouve un poil bâclée. Certes, Bryan nous voit un coup de chaise dans la tête, sauf que malheureusement, Edge il donne dans le dos, donc ça le vend un peu moins. J'aurais aimé peut-être que les deux se relèvent et un dernier spear en mode Bryan il est un peu perdu. Il a surtout genre mal au dos ou mal au bras, il est un peu perdu, il se prend un spear à la volée de Reigns pour la victoire, et là ça aurait été une fin clean, mais bon, je peux comprendre cette fin là, si on a un fouillé à Mania, si on a Edge, Reigns et Bryan à Mania, pour le titre universal, qui donnerait beaucoup plus d'intérêt à ce combat. De toute façon, le Rumble que tu le gagnes, t'as ton match, donc on s'en fout. Oui, c'est censé être un match 1 contre 1, mais bon, Edge n'a pas besoin d'avoir le Rumble, donc j'ai envie de te dire, on s'en bat les couilles. Rajouter Bryan, pourquoi pas, il est habitué. Voilà, il est habitué d'être rajouté dans des matchs. Bon, si Bryan gagne le titre à Mania, ça serait très rigolo, ça nous ferait penser à Mania 30, quoi. Et aussi, ce match-là nous a pensé à la première édition de Fastlane, hein. C'était le main event. On se rappelle pour Challenger au titre WWE à l'époque. C'était pour Mania 32, je crois. C'était Mania 32, c'était... Non, c'était pour Mania 31. Pour Mania 31. Le booking est très bien. Bon, la fin un peu bâclée, comme je l'ai dit. Mais vraiment, j'ai pas grand chose à dire. On a des ref bumps, on a aucun botch, tout est bien orchestré, tout est bien clean. On a une super opposition, on a même une domination de Roman Reigns qui est logique finalement dans ce combat. Tout est bien, sauf la fin qui gâche un peu le plaisir et qui baisse un peu la note de ce combat. Mais franchement, super combat, c'est match recommandé, c'est match à voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma review de Fastlane, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'as vu Fastlane, n'hésite pas à le dire en commentaire et à dire ce que t'as pensé du show. N'hésite pas si t'as envie de me faire une mini review en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le partage. Partage cette review à tes amis, n'hésite pas. Et nous, on dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous, des bisous et catch amour et surtout, peace out.